Israël affirme que le régime syrien a de nouveau fait usage d'armes chimiques contre sa population. Des gaz non mortels auraient été utilisés à 2 reprises il y a de cela 15 jours dans la région de Damas. Washington demande ce soir à Moscou de cesser sa campagne de déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. Des manifestants pro-russes occupent toujours des bâtiments officiels à Donetsk et réclament l'organisation d'un référendum de rattachement à la Russie pour le mois de mai. Commémoration du 20e anniversaire du déclenchement du génocide au Rwanda aujourd'hui. Le président rwandais s'en est de nouveau pris ouvertement à la France qu'il accuse d'avoir joué un rôle actif dans l'organisation du génocide qui a visé les Tutsis. Et dans le débat du Grand Direct, ce soir, on s'intéresse donc au processus de paix. Une nouvelle réunion a lieu en ce moment même à Jérusalem entre négociateurs israéliens, palestiniens et en présence de l'émissaire spécial de la Maison-Blanche pour le Proche-Orient, Martin Indyk. Faut-il attendre un dernier sursaut de ce processus ou bien est-il déjà terminé? On va en parler avec nos 2 invités. Bonsoir Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France notamment, et Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Alors Daniel Sheikh, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, tout le monde dit que c'est terminé, mais en même temps ça continue, ce qui est un petit peu un paradoxe. Non, ce n'est pas un paradoxe. Je ne pense pas que ce soit terminé. Et ce n'est pas terminé jusqu'au moment où on déclare la mort officiellement. Ce qui n'est pas le cas. C'est clairement un moment très très difficile et les choses sont très mises en question. Ce processus de négociation, on peut difficilement parler de processus de paix. Maintenant, il s'agit de sauver la négociation elle-même. Mais quand il y a une date butoir qui est le 28 avril, il n'y a en fait pas vraiment de raison que les choses se terminent ou se résolvent avant le 28 avril à minuit. Donc moi, je ne pense pas que ce soit utile d'enterrer ce processus avant cette date. Et je pense que, d'ailleurs, je le sais, vous le savez aussi, il y a encore des efforts qui sont faits de part et d'autre avec participation américaine pour essayer de sauver l'immeuble. Crise ou vraiment fin du processus pour vous, Olivier Rafovitch? Je pense qu'il y a d'abord avant tout un problème de confiance. C'est-à-dire que les 2 côtés n'ont pas confiance. Nous, certainement pas dans les Palestiniens aujourd'hui. Je dis malheureusement parce qu'on aurait bien aimé avancer. Mais il y a un problème donc de confiance. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, il est difficile d'avancer. Et les éléments comme par exemple aller à l'ONU à tout prix au cas où du côté palestinien ou demander à tout prix avant toute chose la libération des détenus, alors qu'ils savent très bien qu'en Israël c'est un problème politique interne, c'est aussi mettre de l'huile sur le feu et ne pas comprendre l'autre côté qui est le côté israélien qui est aussi très sensible à ce qui se passe. Ouais, alors on a dit que les dernières réunions étaient on va dire un échange de menaces de part et d'autre, voilà, pour employer un vocabulaire soft. Est-ce qu'à votre avis ça c'est le résultat de quoi, de 9 mois finalement de frustration? Non, pas du tout. Je pense que c'est le résultat d'un moment difficile, d'un moment de crise, comme il survient de temps en temps dans une négociation. Olivier Rafovitch a raison, il y a un problème de confiance qui ne date pas de cette semaine, qui est inhérent malheureusement depuis longtemps. C'est toute la raison de cette tentative de renouer la négociation. C'est avant tout pour reconstruire une certaine confiance. D'ailleurs, nous voyons maintenant l'avantage des négociations secrètes pendant les mois qu'elles ont continué, parce que tout s'est passé dans le calme. Du moment que les choses sortent, et c'est classique dans un moment de crise, puisque chaque partie veut faire porter le chapeau par l'autre, faire porter la culpabilité pour cette crise de l'autre, il y a comme une double négociation. Chaque partie doit négocier à la fois avec son adversaire, mais aussi avec sa propre opinion publique. Et évidemment, les messages ne peuvent pas être identiques. Donc il y a toute une confusion. Les Israéliens font des déclarations pour les Israéliens qui mettent à feu et à flamme l'opinion palestinienne, qui, elle, exige de leur leader de faire la même chose. Et donc, vous avez un quid pro quo qui ne va se calmer qu'au moment où il y aura à nouveau une véritable volonté d'essayer de surmonter les difficultés, non pas de les exacerber, comme c'est le cas maintenant.
Au cas où les Palestiniens décideraient d'arrêter ces négociations et d'aller vers leur opinion à eux, ou peut-être vers des élections, le Hamas prendrait le pouvoir en Judée-Samarie. C'est-à-dire que du côté palestinien, il y a en fait deux alternatives. Ou continuer à négocier, ou continuer à négocier. S'ils ne négocient pas, ou s'ils jouent la carte de ne pas vouloir négocier, ou de vouloir poser des conditions, il y a une très forte probabilité, en tout cas c'est ce que nous pensons, que l'OLP, enfin le Fatah, perde toute crédibilité dans les territoires et que le Hamas, ou d'autres d'ailleurs avec le djihad islamique, prennent le pouvoir, la rue islamiste prennent le pouvoir en Judée-Samarie, à Ramallah aussi, ce qui ferait totalement écrouler l'autorité palestinienne, renforcer l'extrémisme dans la bande de Gaza et évidemment faire qu'Israël pourrait montrer que le prétexte de ne plus négocier est que le partenaire n'est plus du tout adéquat. Donc, aujourd'hui, encore une fois, à mon avis, là nous sommes dans des discussions de probabilité et de spéculation. Nous en parlions un petit peu auparavant avec son Excellence, M. Danishek. Les Palestiniens veulent faire croire au monde qu'ils ont une carte un peu comme au poker cachée qui vont sortir, mais je pense qu'ils sont bloqués et je pense qu'ils ne peuvent qu'attendre et puis continuer et surtout à calmer le jeu. Il faut qu'ils calment le jeu. Je pense que c'est leur seule possibilité. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi côté israélien? Parce qu'on voit que dans la majorité, on a vu le ministre des Affaires étrangères, Lieberman, lui appeler peut-être à de nouvelles élections. Là aussi, il y a peut-être un risque d'éclatement de ces négociations? Ça m'étonnerait que ce soit la raison, qu'une crise dans les négociations soit la raison d'un éclatement de cette coalition. C'est peut-être sa poursuite sous certaines conditions qui pourraient mettre en danger cette coalition. Mais je pense que ce n'est pas un vrai sujet actuellement du côté israélien. Je ne suis pas là, évidemment, pour analyser la situation palestinienne. J'ai déjà assez de mal avec celle de notre côté. Mais il faut dire que la carte de la négociation, c'est la carte de la crédibilité d'Abou Mazen. Et que s'il n'a pas le moyen de montrer à son opinion publique que ça valait la peine de la jouer, cette carte, il va de toute façon perdre sa crédibilité. Et donc, il peut se dire à un certain moment, je laisse tomber tout. D'ailleurs, il l'a déclaré auparavant, il y a 1 an, 2 ans déjà, il a dit, moi je démissionne et je rends les clés, vous n'avez qu'à vous débrouiller. Et donc, moi, je peux vous donner une très très longue liste de raisons pour lesquelles cette négociation ne va pas aboutir. Mais je crois qu'il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles il y a quand même une chance qu'elle reprenne. Ces raisons sont John Kerry, Tzipi Livni et Abou Mazen. Ce sont 3 personnalités clés qui se sont investis énormément dans cette négociation. Vous dites John Kerry, vous ne dites pas Barack Obama, dont on dit qu'il est moins enthousiaste. Vous savez, John Kerry, c'est la personne, on dit aussi, je dis aussi Tzipi Livni, et je ne dis pas Benjamin Netanyahu. Ce sont les personnes qui sont directement engagées dans cette négociation. Bien sûr, il y a la présence, ce n'est pas un caprice de Tzipi Livni ni de John Kerry. Il y a le président Obama, il y a tout le gouvernement israélien qui normalement devrait soutenir cette politique choisie par le Premier ministre de poursuivre la négociation. Donc, moi j'ai espoir et je crois que nous avons intérêt à espérer que les choses finalement se calment et que nous ayons encore un temps de 10 mois, 1 an peut-être pour poursuivre la négociation. Mais il faut comprendre qu'il y a une véritable crise de crédibilité du côté palestinien aussi, parce qu'eux ont compris de la part des Américains qu'il y aura à 4 reprises des libérations de prisonniers. Le choix de libération de prisonniers plutôt que de gel de construction dans la Cisjordanie, c'était un choix israélien. Du côté israélien, on dit ce n'était pas exactement ce que nous avons pressenti. À 3 reprises, nous l'avons fait. La 4e, nous ne la ferons qu'avec l'engagement de la poursuite de la négociation. Ce sont 2 positions logiques, mais qui ne sont pas compatibles. Donc il faut trouver le moyen de trouver le pont entre ces deux côtés. Moi, je serais un peu moins optimiste, tout en comprenant qu'il y a ici un intérêt. Il y a un intérêt pour Israël d'arriver à un règlement du conflit. Il y a une fatigue des Israéliens par rapport à vouloir la paix. C'est-à-dire qu'on veut la paix, mais ce problème palestinien est tellement ancien maintenant qu'il fait partie presque du quotidien. Et à force d'en faire partie, il ne
il devient presque une chose parmi d'autres, et il y a beaucoup d'indifférence aujourd'hui dans la rue israélienne. Deuxièmement, il y a aussi d'autres crises graves dans le monde aujourd'hui. Je pense à la crise en Ukraine, la Crimée, qui montre des crises où les grandes puissances s'affrontent, pratiquement face à face, avec des choses qui se font et des résultats sur le terrain sans véritablement ingérence ou règlement des problèmes. Et on se rend compte que les choses se font aujourd'hui et que le problème palestinien est un petit problème à l'échelle globale qui est encore à régler, mais qui peut encore continuer à être un problème pour encore de nombreuses années, et on peut continuer à vivre comme ça. Dans ce climat international un peu étrange aujourd'hui, ce problème de négociation interrompue, bloqué, n'est plus un problème majeur comme l'aurait pu l'être il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 ans. Il devient un problème mineur. Juste un exemple, le problème de la boîte noire de l'avion et fait la première page de tous les quotidiens du monde et de la CNN, alors que les négociations bloquées entre Israéliens et Palestiniens, je crois, est peut-être le numéro 10 ou 11 des topics, des sujets. Le problème, c'est que la boîte noire va perdre la une dans 2-3 jours, alors que le problème palestinien perdure déjà depuis 40 ans et va sans doute continuer à le faire. Donc clairement, ce n'est pas à la une des journaux tous les jours pendant 40 ans, ça c'est clair. Mais c'est vrai que le monde peut se désintéresser. Et les Israéliens peuvent être fatigués. Les Américains peuvent se désintéresser. Et les Palestiniens peuvent être encore plus fatigués. Parce qu'évidemment, si vous êtes un Palestinien dans un camp de réfugiés, la Crimée, ça semble bien lointain. Ça ne vous intéresse pas énormément. Mais les Israéliens vivent une période facile de ce conflit, puisque tout se passe bien pour les Israéliens. En gros, l'économie va bien, la sécurité va bien. Notre position internationale est moins grave que certains ne la démontrent, mais c'est très fragile tout ça. C'est très très fragile. S'il y aura un sursaut de violence, ce que j'espère évidemment n'arrivera pas, et le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas sursaut de violence, c'est justement de continuer la négociation. S'il y aura un sursaut de violence, vous allez voir dans quelle rapidité le monde va s'intéresser à nouveau à la question palestinienne. Est-ce que vous avez l'impression quand même, parce que là on est presque à 9 mois de discussion, qu'on a avancé sur quelque chose? Parce que quand on voit les conditions, par exemple, présentées par Mahmoud Abbas la semaine dernière, toujours ces histoires de frontières de 67, on a l'impression que finalement rien n'a été négocié dans ces mois de discussion. Encore une fois, comme l'a dit son Excellence, il y a un côté secret qu'on ne connaît pas. Et tant mieux. C'est le cas de toutes les choses importantes qui ont trait à Israël et au Moyen-Orient, avec Israël. Maintenant, ce qu'on connaît, ce qu'on ressent, nous paraît être un déjà-vu dans le narratif, dans les mots, dans la manière de faire. Et encore une fois, juste, je lisais hier ou avant-hier un texte d'un dirigeant palestinien qui traitait Martin Indyk, donc qui est l'assistant direct, ambassadeur de M. John Kerry, de sioniste. Donc, encore une fois, on revient dans ce vieux langage anti-israélien classique. On aurait espéré, en tout cas, moi en tant qu'Israélien, on aurait espéré un autre langage, une autre approche du côté palestinien, plus moderne, plus adaptée. On retrouve l'ancienne, la vieille, de l'époque de Abu Ammar, Arafat, et on en a un peu assez. Et donc on se dit, si c'est encore la même chose, avec les mêmes rengaines, les mêmes choses qui reviennent sur la table, malgré l'influence et l'impact de John Kerry, de Tzipi Livni, de force pour la paix et pour la négociation, peut-être qu'ils ne sont pas encore mûrs, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts pour vraiment s'asseoir, discuter et décider. Et je crois que la différence peut-être de son Excellence Danishek, on n'est pas seulement ici face à des négociations. On est face à un objectif de ces négociations. Et si le processus devient maintenant le but, alors on est encore très très loin du résultat. Ouais. Vous êtes d'accord? Vous trouvez qu'on a avancé? Non, on est loin du... Je ne sais pas, comme Olivier Rafovitch le dit, je ne sais pas avec certitude qu'est-ce qui a avancé. Je suis certain que beaucoup de choses ont avancé, mais dans ce genre de négociation, tout est réglé seulement quand tout est réglé. Quand il reste même un point de désaccord, c'est que tout le reste ne compte pas, ou compte moins. Mais je pense que des choses ont avancé. Je crois que, comme nous l'avons mentionné avant, il y a un problème de crédibilité de part et d'autre, il y a un problème de confiance. Il y a aussi un problème de leadership. Et je pense que la volonté n'est peut-être pas suffisamment sans équivoque
de part et d'autre, je le dis avec une certaine tristesse. Je suis assez certain du côté palestinien. Je suis malheureusement pas convaincu que l'ensemble du gouvernement israélien tient un discours qui cherche véritablement un succès ici. Vous trouvez que Netanyahou et Abbas devraient prendre directement les rênes ? C'est toujours une bonne chose que les deux têtes de liste prennent contact direct, notamment pour créer la confiance. Mais bon, ce n'est pas la raison pour laquelle ça n'a pas réussi. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont des questions de fond. Je souhaite évidemment que le processus ne soit pas uniquement pour continuer la négociation, mais évidemment, Olivier Rafovitch a raison, l'objectif c'est d'arriver à une paix entière et complète. C'est un intérêt israélien comme c'est un intérêt palestinien, et puisque Israël est la partie la plus forte, je crois qu'Israël doit continuer à garder la main. Eh ben on verra ça, la réunion a lieu en ce moment, en tout cas à Jérusalem. Merci Olivier Rafovitch, merci Daniel Sheikh, merci à tous les deux. Dans un instant, je recevrai l'écrivain Marek Alter en direct depuis Paris. A tout de suite. Formidable.